Bienvenue à tous, bienvenue Bruno Millienne. Bonjour. Vous avez été député de la 9e circonscription des Yvelines, élu en 2017, réélu en 2022, et puis après la dissolution de 2024, vous étiez qualifié pour le deuxième tour, hein, ouais. Mais vous avez préféré vous retirer pour ne pas faciliter l'élection d'un candidat du Rassemblement national. Alors on va aborder un peu comment vous avez vécu cette campagne, comment vous avez vécu aussi vos mandats, quel est le ressenti aussi des gens que vous avez rencontrés. Mais d'abord, comment allez-vous? Il y a des hauts et des bas, je ne veux pas vous cacher les choses, Patrice, il y a des hauts et des bas, il y a eu un soulagement quand je me suis retiré dimanche parce que j'étais le premier, hein, premier député en France premier député à le faire. En France, ouais. Soulagement parce que le Rassemblement national, c'est pas possible pour moi. Rien dans mon histoire ne me permet d'accorder le moindre crédit à ces gens-là. Après 18 ans passés à l'étranger quand j'étais gamin, moi le mot racisme n'existe pas dans ma famille. Et donc c'était pas possible. Même si je ne suis pas totalement persuadé que ce soit gagnant au bout du compte, même si j'étais pas totalement persuadé que ce soit gagnant au bout du compte. Mais il n'y a pas de sujet. J'ai pris la décision en 30 secondes. Non, je suis qualifié, il y a quand même un petit espoir. Non, j'ai pris la décision en 30 secondes, en mon âme et conscience. J'ai demandé l'avis de personne, j'ai pas attendu les coups de fil des grands chefs à plume. Oui, il n'y avait pas encore de consigne. C'est moi qui ai pris la décision tout seul et je maintiens que c'était la seule décision à prendre. Même si derrière, c'est compliqué. On est soulagé dans un premier temps parce que bon, je souhaite de bon courage à la nouvelle Assemblée nationale, parce que ça va pas être facile à vivre. Voilà. Et finalement, je suis sorti de ça, de ce truc qui, souvent, on se demandait franchement si ça servait à quelque chose. Bon, et le lendemain, je vous le disais en off, mais je vais le dire pour les remercier d'abord. Pour remercier ceux qui m'ont envoyé des messages, j'ai reçu des centaines de messages, donc merci à vous, parce que c'était... j'ai pris 2 tonnes d'amour dans la tronche, et je m'y attendais pas. Je suis cortiqué pour résister aux coups, pas trop pour résister aux preuves d'amour. Et j'en avais entre 200 et 300. Ça a été une matinée en termes d'émotion très dure. Mais ça m'a permis de mettre si je peux me permettre l'expression, de mettre un coup de pompe aux fesses et de me dire bon, bah maintenant, mon garçon, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il faut que tu te mettes en marche. Là, pour le coup, dans le bon sens du terme, pour voir ce que tu vas faire de ta vie, parce qu'un député sortant, c'est rien. Ça n'a pas de chômage. On va parler tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, et essayer de rebondir tout de suite, parce qu'après, au mois de septembre, ce sera trop tard. Voilà. Vous dites, voilà, vous avez reçu 200 ou 300 messages de gens qui vous soutiennent, qui vous remercient de ce que vous avez fait, mais le soir de la défaite, est-ce qu'on s'en veut à soi, ou est-ce qu'on en veut un peu aux autres? Est-ce qu'on se dit, quand même, ils n'ont pas été reconnaissants, quoi? Non, parce que j'en veux à personne. La seule personne à qui je peux en vouloir, c'est moi. Et je peux en vouloir un petit peu parce que, je le dis, tant pis, pour eux, il y a eu une forme de cabale de la part des républicains de la circonscription qui voulaient plus me voir tomber que de voir une victoire. Et je le sais parce que j'ai eu des témoignages, et il faut qu'ils se méfient quand ils parlent entre eux les dimanches soirs d'élection, parce qu'il peut y avoir dans l'Assemblée des gens qui écoutent et 2 qui sont amis avec moi. C'est un peu dommage. Mais voilà, ils ont un peu dansé sur ma tombe d'homme politique. Et en cela, je les remercie, parce que finalement, ils ont libéré ma parole de citoyen. Je vais continuer à faire de la politique, mais du coup... oui, ma parole est nettement plus libre qu'avant, même si j'ai toujours eu une parole assez libre, mais elle le sera encore plus, et je ne suis pas persuadé que ça soit à leur bénéfice. Ils se reconnaîtront. C'est ça qu'on ne sait pas dans les élections. C'est vrai qu'il y a des dimensions nationales, et on va en parler. Il y a parfois des dimensions locales aussi, des petites haines, des petites vengeances. C'est des vraies haines. C'est-à-dire que cette circonscription, la 9e, qui avait été redécoupée par Pasqua pour ne jamais, en 86, pour ne jamais tomber, enfin pour rester à droite, elle est tombée. Vous avez battu en 2017 d'ailleurs le Jean-Marie Tétard. Des députés sortants. Et ça, il y a un certain nombre de grands élus de la circonscription qui ne l'ont jamais supporté. Et donc déjà en 2022, ils avaient essayé, mais ça n'a pas marché. Bon là, ils ont essayé, ça a marché, clairement. Le fait que, je ne sais pas combien fait Rioux, mais il fait aux alentours de 10%, bon, bah, c'est pas 10% qui me manque, parce qu'ils vous diront, mais non, ces voix seraient allées au RN. Je ne crois pas un instant.
Voilà. Et puis, vu leur satisfecit le dimanche soir de me voir battu. Ouais, je vois bien que tout cela était prémédité et dans un sens qui n'est pas très républicain d'ailleurs. Quand je parlais peut-être du sentiment de manque de reconnaissance, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup battu pour ce territoire, est-ce que c'est la période de votre vie, pendant vos mandats, où vous avez le plus bossé ? Ah oui, clairement, depuis 2017, moi j'ai quand même eu une vie assez sympa jusqu'en 2017, puisque j'étais journaliste. Alors on travaille, hein, c'est pas la question, mais là, le travail à l'Assemblée nationale, que ce soit dans l'Assemblée nationale, les travaux qu'on a à côté, moi j'en avais beaucoup là depuis 2022, notamment avec les ministères et avec les directions centrales pour faire aboutir des choses concrètes sur le terrain. Ouais, c'est en moyenne 60 à 65 heures de boulot par semaine. Ouais. Donc c'est intense, mais on est mu par la passion aussi. Oui, absolument. Donc, non, vous ne faites pas ça pour qu'on vous dise bravo. Non. Mais bon, ouais. mais c'est vrai que quand on s'est battu, et puis vous êtes battu pour la ruralité, on en parlera après, mais c'est vrai qu'on peut se dire tout ça pour ça, quoi. Ouais, mais non, c'est le jeu de la politique. C'est le jeu de la politique, oui. Voilà. Vous l'acceptez, ça. Ouais. Bah, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Si vous partez en politique pour avoir de la reconnaissance, vous n'irez pas loin. Ouais. Je reviens à votre retrait. Bon, il y a ce front républicain. Alors, parfois, il y a une posture morale ou politique, de dire tout sauf le RN. Et puis, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la magouille politique. Enfin, c'est vrai que on est dans une société, et c'est peut-être une des choses qui explique la situation actuelle, où on a du mal à savoir ce que sont les valeurs. Ouais, alors les gens peuvent prendre ça pour de la magouille. Pour ce qui me concerne directement, vous, c'est pas de la magouille. Non, ça a été une réaction. Voilà, c'est une réaction viscérale. Mmh. Et il y a des gens qui m'ont écrit en me disant qu'ils comprenaient pas d'ailleurs que je me sois retiré. Et ils peuvent faire les comptes dans tous les sens. De toute façon, si j'étais resté, le Rassemblement national passait absolument. Donc après, oui, on peut avoir un sentiment de magouille parce que c'est compliqué de taper sur les oppositions comme ça a été fait avant le premier tour, qu'elles soient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche avec la France insoumise, et tout d'un coup de dire aux gens, voilà, on a choisi, nous en tout cas, au centre, on a choisi que l'ennemi numéro un, c'était le Rassemblement national, et pas la France insoumise. Et je pense que les électeurs peuvent avoir le sentiment qu'on leur vole quelque part l'élection. J'ai très peur. Alors, je sais que cette émission est enregistrée, Patrice. Je suis désolé de dévoiler la chose et elle sera sûrement diffusée après les résultats. Mais à l'heure où on se parle, je pense qu'il va y avoir un fort taux d'abstention parce que ça manque de lisibilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors je ne vais pas me poser en donneur de leçons, mais je crois que vous me connaissez un peu, j'ai un peu un franc-parler. Et là, j'écoute, du coup, j'ai le temps d'écouter notamment les chaînes info. Il n'y a pas que les programmes qui doivent changer. Il y a aussi le personnel politique qui doit changer. C'est pas possible d'aller sur les plateaux et de réciter encore, toujours, tout le temps, partout, les mêmes éléments de langage, sans aucune empathie, sans aucune émotion, sans être en capacité de reconnaître que votre adversaire, peut-être n'a pas tout bien fait, mais peut-être qu'il a fait des choses bien. Il peut avoir parfois raison. Qui peut avoir parfois raison. Je ne suis pas persuadé que les citoyens, ils le comprennent de moins en moins, je pense. Et cette radicalité qui s'est exprimée finalement dans le vote, des citoyens, elle vient aussi du fait que depuis Mitterrand, et à part le programme de 2007 de François Bayrou, que j'invite vos téléspectateurs à relire. C'est le moment où vous êtes engagé d'ailleurs. Ouais. Et puis le programme d'Emmanuel Macron en 2017, tout ce bloc, entre guillemets, de partis qui sont appelés des partis de gouvernement, n'ont pas su présenter de projet avec une trajectoire, une vision et une lumière au bout du tunnel. Et j'exècre les deux programmes présentés, l'un par Marine Le Pen, l'autre par Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument pas ma vision de la société, loin s'en faut. Mais au moins, ils ont le mérite. Il y a un programme, au moins. Ouais, il y a un programme, il y a un projet, il y a une vision. On peut ne pas les partager, mais ça existe. Et je pense que plein de gens, finalement, se retrouvent là-dedans parce qu'ils savent à peu près où ils vont aller. Bon, après, c'est faisable ou pas faisable, ça c'est autre chose. Mais vous qui êtes, justement, vous êtes un centriste, donc vous êtes pour la modération, le dialogue, et on voit que l'heure est
plutôt aux extrémismes. Et il y a une prime donnée aux programmes les plus extrêmes ou les plus violents parfois. Qu'est-ce que les modérés ont raté alors? Vous dites peut-être d'expliquer une vision de la société, peut-être d'avoir un programme en 2022, notamment avec Macron. Oui, il n'y a pas que ça. On a raté déjà 2017-2022 dans la façon dont la majorité présidentielle... Alors je nous exclus, nous le MoDem, de ça, parce qu'on a essayé de tendre la main partout, mais malgré tout, on est comptable aussi du résultat du bloc présidentiel. Hein. On peut on va pas nier nos responsabilités. On est coupable d'avoir été arrogant, sûr de nous, de ne pas écouter les autres. Et moi, je me souviens qu'entre 2017 et 2022, on demandait aux conseillers de l'Élysée, on enchaînait les lois les unes derrière les autres. Certains d'entre nous même ne savaient pas très bien comment les lier entre elles. On perdait le récit. Ah oui. Et je leur reproche de ne pas avoir su écrire le récit, de dire pourquoi on faisait cette loi-là à ce moment-là, l'autre là, quelles étaient les incidences, vers quoi on voulait aller, et qu'est-ce que ça allait amener aux citoyens. Donc on les a noyés finalement, sous une tonne de lois, dont certaines étaient très utiles et qu'il fallait faire, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui pour les citoyens n'avaient pas de logique entre elles. Ouais. Donc pas de récit sur 2017-2022, une vraie arrogance à l'Assemblée nationale, ça je suis obligé de le reconnaître. 2022, pas de récit non plus, puisqu'il y avait la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, il n'y a pas eu de campagne législative non plus. Et on repartait sur le même schéma, alors là pour le coup en tendant la main, puisque l'Assemblée était composite, et les gens étaient étonnés de prendre la porte dans la tronche. Ben non, quand on se comporte comme on s'est comporté entre 2017 et 2022, il ne faut pas s'attendre qu'au moment où vous tendez la main, les autres vous la refusent. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, on l'avait dit pour Chirac quand il a été réélu en 2002, mais une erreur d'Emmanuel Macron, au fond, il a été élu assez largement face à Marine Le Pen en 2017 et en 2022, mais il y a une partie des gens qui avaient déjà voté contre Le Pen. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une nécessité d'élargir justement sa majorité? Mais c'est évident, Patrice. Là, ça va être l'enjeu d'ailleurs des prochaines semaines. Oui, on va voir maintenant avec le Front républicain, etc. Ça va être un enjeu contraint et forcé. Alors que ça aurait pu être un enjeu accepté. Oui, accepté et même valorisé et même décidé, quoi. Voilà, parce que on a bien vu. Alors évidemment, je ne veux pas nous exonérer de tout, mais on a connu quand même des crises qui ont empêché certaines choses, hein, entre la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine, et puis... le premier quinquennat... Voilà, ça a été compliqué, mais on aurait pu... En fait, on a loupé, en 2017, on a la majorité absolue, c'est là qu'on a loupé le coche. C'est là qu'il aurait fallu créer les alliances, on ne l'a pas fait. Oui, c'est ça. C'était au moment où c'était possible. Voilà. Et après, évidemment, les oppositions se sont aussi radicalisées en 2022 et c'était peut-être plus 2022, c'était trop tard. Moi, je le vois bien sur certains textes quand vous défendez. Alors, je ne citerai pas, mais j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le texte sur les énergies renouvelables et notamment avec les écologistes, à qui j'ai donné des choses dans le texte avec l'accord du gouvernement. Je ne les ai pas donnés simplement pour leur faire plaisir. Je les ai donnés parce que c'était frappé au coin du bon sens et qu'il fallait effectivement les rentrer dans le texte pour qu'au final... Ils ne votent pas le texte, ils se sont abstenus. Et quand je vais les voir en leur disant « Mais pourquoi vous vous abstenez ?» Enfin, c'est quand même bizarre. Et ils me disent « Bah non, si on vote pour, ça veut dire qu'on rejoint la majorité. » Il faut qu'on arrête ça. C'est pas possible. C'est inentendable. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise, que les oppositions disent au bloc présidentiel « Vous ne nous avez jamais tendu la main. » C'est pas vrai. On leur a tendu la main, ils l'ont refusé. Voilà, que les choses soient dites et soient claires. Il y a des responsabilités des deux côtés. Vous parliez de l'arrogance. C'est vrai que vous et un certain nombre de candidats de la majorité présidentielle ont payé quand même le rejet d'Emmanuel Macron. On l'accuse souvent d'avoir du mépris. Comment vous expliquez ça? Alors, je sais pas, c'est compliqué. Effectivement, on voit tout dans sa gestuelle corporelle, dans sa façon de s'exprimer, que ça manque totalement d'empathie. Ça, personne ne peut le nier. Après, l'exercice du pouvoir, pour tous les... C'est tactile, hein, oui, mais on peut être tactile et manquer d'empathie. Mais l'exercice du pouvoir, pour les présidents de la République, quel qu'il soit, isole du monde réel. Le château est une forme de tour d'ivoire qui vous met des œillères où vous ne voyez plus réellement la réalité. Emmanuel Macron est quelqu'un de disruptif, tout dans son histoire le prouve. Donc il a été disruptif aussi dans ses déclarations que les gens n'ont pas aimées.
Et puis, je pense que son histoire personnelle fait que il n'a pas connu... il n'a pas connu d'échecs comme on a pu les connaître, nous, à la sortie de l'adolescence, les premiers amours, les premiers boulots qu'on ne réussit pas, l'inquiétude, etc. C'est ce qu'on dit, ouais, il n'a pas vécu, quoi. Voilà, c'était un peu le problème, enfin, c'est dire un parallèle intéressant, la même chose qu'on pouvait reprocher à Giscard, et dans le septennat de Giscard, absolument, il y a aussi une ouverture au départ et une fermeture un peu à la fin. C'est le drame de ces deux présidents centristes, parce que regardez, 25 ans après ou 20 ans après, l'œuvre de Giscard a été reconnue comme il a été reconnu comme un président qui a été un président essentiellement progressiste. Enfin, ce qu'il a fait sur l'IVG avec Simone Veil, c'était juste extraordinaire pour l'époque. Donc, je pense que des choses seront reconnues. Il y a des choses qu'on n'enlèvera pas au président Macron. On n'enlèvera pas au président Macron d'avoir relancé l'économie, d'avoir fait baisser le chômage, d'avoir créé 2 500 000 emplois, d'avoir relancé le secteur industriel dans les territoires, même si on n'en est qu'au début. Enfin, il y a plein de choses. Il y a un bilan qui est noyé sous les critiques de tout le monde, comme si on n'avait rien fait depuis 7 ans, et je m'inscris en faux là-dedans. Mais comment vous expliquez ça? Parce que quand on écoute comme ça, les médias ou les campagnes, on a l'impression d'être presque parfois dans un pays du tiers-monde. Enfin, c'est pas le cas quand vous regardez et je veux dire, mais alors qu'on a un système de santé, enfin, il y a quand même des choses qui fonctionnent plutôt bien, même s'il y a des problèmes dans les hôpitaux et des choses comme ça. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Je crois qu'on est dans. Mais on a l'impression, voilà, que c'est un pays qui est gangréné par la pauvreté, que plus personne n'arrive à ses fins de mois, etc. On est surtout gangréné par l'immédiateté et les réseaux sociaux, je pense, qui ont une grande influence, plus qu'on ne le croit. Les gens ont besoin de réponses. Vous leur proposez un projet, il faut que le projet il soit opérationnel dans les 2 ans. Ça n'existe pas. Si on s'arrête 2 minutes, par exemple, sur la situation de l'hôpital, le déclin de l'hôpital a commencé en 2002. À partir du moment où on a décrété que l'hôpital ne pouvait pas être déficitaire. Très bien, moi je n'ai pas de souci là-dessus. Mais derrière, on n'a rien accompagné. On a mis avec le Ségur de la santé, on a déversé des milliards sur l'hôpital. On a augmenté les salaires des soignants, des aides-soignants, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus une question organisationnelle. On nous dit, vous avez fermé des lits. Non, on n'a pas fermé de lits, on ne trouve pas de personnel. Quand vous dites à des gens, on a fermé des lits, par exemple, vous dites à un citoyen lambda, oh là 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 là, Macron a fermé des lits. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Il entend qu'on a supprimé des services volontairement alors qu'on aurait pu les laisser ouverts. Absolument. Non, on n'a pas supprimé de services volontairement, on n'a simplement pas de personnel pour les faire vivre. Bon, toutes ces phrases dites comme ça, c'est un poison. Et là, aujourd'hui, il y a plus à travailler sur la réorganisation, effectivement, de l'hôpital public avec l'hôpital privé et la médecine de ville. Il y a plus ça à faire. Peut-être, enfin, dire aux médecins, écoutez, on ne veut pas vous imposer une région d'installation, mais au moins pendant les stages, ce qui commence à se faire déjà, vous ne pouvez pas choisir les stages de fin d'études, vous ne pouvez pas choisir où vous allez, on va vous mettre dans les déserts médicaux parce que les gens ont besoin. Vous êtes beaucoup occupé des questions des déserts médicaux. Mais ça, on ne l'entend pas. On entend, ils ont fermé des lits, on va mettre du personnel, mais vous êtes gentils les garçons, vous allez mettre du personnel où, comment? On a stoppé le numerus clausus en 2018, les nouveaux médecins arriveront en 2028. C'est 10 ans d'études minimum. Et encore, quand vous ne faites pas de spécialité. Mais alors, c'est un problème un peu général. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment, et qui n'est pas forcément faux, hein, que les services publics ne fonctionnent pas bien, alors que, pour prendre une expression, ça coûte un pognon de dingue. C'est vrai qu'on met beaucoup d'argent. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de savoir faire fonctionner il y a, en dehors évidemment, la partie financière, il va falloir continuer à l'assumer. Effectivement, il va falloir continuer à injecter de l'argent, puisqu'on reprend continuons sur le service de santé, dans le service de santé. Mais il y a un vrai problème d'organisation territoriale et d'organisation entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Enfin, moi, je me souviens très bien, dans les années 2000, les médecins de ville étaient astreints, avaient des astreintes le week-end pour éviter que toute la bobologie se déverse aux urgences des hôpitaux.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'astreinte. Aujourd'hui, tout le monde va aux urgences. Oui. Je me souviens même d'un cas précis, je crois que c'était dans le programme de François Bayrou, de créer vous vous souvenez de ça, des hôtels médicalisés. Pour les gens qui étaient en sortie d'hôpital, on va dire, qu'on allait mettre donc dans un hôtel qui était d'ailleurs en face de l'hôpital, pas très loin, et qui pouvaient se débrouiller à peu près tout seul, et qui avait un bouton pour appeler l'infirmière s'il y avait un problème. Mais ils pouvaient recevoir leur famille, ils avaient une restauration qui était quand même un petit peu plus digne que celle de l'hôpital, mais surtout, ça coûtait 250 € à la sécurité sociale, alors qu'une nuit d'hôpital aujourd'hui, c'est 950 €. Oui, c'est ça. Bon, tous ces projets-là ont été abandonnés. À quel moment on se met autour de la table et on dit... Voilà, donc il y a un vrai problème de gestion. D'organisation, quoi. Enfin, et puis on peut multiplier les exemples. Le SMIC à 1600 € net, prenons ça. Ça, vous avez entendu, vous, des commerçants chez vous qui... Ah bah là, je peux vous dire, moi je l'ai même dit sur un plateau chez vos confrères, je dis moi j'ai beaucoup de respect pour Esther Duflo et Thomas Piketty, qui ont fait des études brillantes, moi j'en ai pas faites, mais je les invite à Maule, et puis on va les voir, faire le tour de mes commerçants. Cela dit, Esther Duflo, c'est un peu... Elle a dit, je ne soutiens pas tout à fait le programme. Oui, mais enfin, ils s'en prévalent. On les a, ouais. Et aujourd'hui, vous dites, moi je dis à mon boulanger, et c'est la réalité... Tu vas augmenter tes salariés de 200 € net, ça représente... Ça coûte combien, ça? Ça représente 800 €. 800 €. Voilà. Et en même temps, tu ne pourras pas augmenter le prix de ta baguette. Et comment il lui dit, comment je fais quoi? Le mec, il m'a dit, je ferme. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, alors qu'il y a un autre chemin. C'est là que je veux combattre les dogmes. Il y a un autre chemin. La problématique des bas salaires en France, c'est le SMIC qui rattrape le plafond de verre. Il y a un problème de salaire. Oui, bien sûr, mais c'est le SMIC qui rattrape le plafond de verre des 2000 € net. Pourquoi on a un plafond de verre à 2000 € net? Parce qu'à 2000 € net, les charges plein pot. Coûtent très cher. Les charges tombent plein pot. Vous avez des dégrèvements de charges jusqu'à 2000 €. Après, c'est plein pot. Travaillons la progressivité des salaires. Des charges, pour essayer d'amener jusqu'à 2005 ou 3000 € net, de manière à faire sauter ce plafond de verre et permettre à 95% des entrepreneurs, qui sont des TPE et des PME, de faire passer certains de leurs salariés ou tous leurs salariés au-dessous des 2000 €. Et vous n'aurez pas ce sentiment de déclassement des gens qui sont proches du SMIC, enfin qui voient le SMIC les rattraper et qui se disent « mais moi je suis coincé là, je suis au plafond et le plafond, j'arriverai jamais à le dépasser ». Si vous ne donnez pas les moyens aux entreprises de pouvoir passer ce plafond de verre, et honnêtement, aujourd'hui, les petits commerçants, les petites PME, les petites TPE ne peuvent pas le faire. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment... Alors, le système qu'on nous a inventé de péréquation imposé aux grandes entreprises, mais c'est du rêve. Ou alors l'aide d'État aux petites entreprises. Oui, mais enfin, l'aide d'État, un prêt pour les petites entreprises pour payer le salaire, mais on se fout, se fout des gens. C'est n'importe quoi. Je reviens à cette question du mépris, ou de l'arrogance, de la coupure en tout cas entre ce qu'on appelle les élites et puis une certaine partie de la population, pour pas dire le peuple, je sais pas très bien ce que c'est, mais est-ce qu'on n'est pas à un moment de la démocratie où justement au nom de l'égalité, on se dit qu'au fond toutes les opinions se valent, tous les programmes se valent, et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que, en gros, les intelligents et les autres sont à égalité. C'est vrai que ça pose un problème, enfin... Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je ne veux pas opposer ruralité et urbanité ou périurbanité, mais le vote du Rassemblement national, il est aussi dû au fait que, en parlant de petite économie, pas forcément de grosses industries, on a vraiment désindustrialisé nos territoires. On a obligé les gens à aller travailler dans les centres métropolitains, parce qu'il n'y avait plus d'activité économique, en tout cas suffisamment d'activité pour rester où ils habitaient. Et vous remarquerez, j'ai vu des études très précises là-dessus, c'est le pourcentage de vote RN en fonction de l'éloignement par rapport au travail. Ah oui. Plus vous êtes éloigné de votre lieu de travail, plus vous allez voter RN. Plus un vote RN, d'accord. Pour une raison simple, c'est que vous avez l'impression d'être abandonné, tout simplement. Et plus la population moins la population est forte, et plus le vote RN est fort aussi. Mais oui, mais parce que ces gens-là, moi, je le vois bien, même sur ma circonscription, vous allez dans des petits villages, les villages sont morts, quoi. On n'a même pas été foutu de maintenir un boulanger, un café, ce qui fait le sel et la vie d'un village. Et donc, les gens ont ce sentiment absolu d'abandon. Et comme les réponses n'arrivent pas, entre guillemets, des camps, entre guillemets, raisonnables, eh bien, on va essayer autre chose parce que encore une fois, dans leur discours,
il y a un semblant d'empathie, il y a un semblant d'émotion, et on se dit, bah tiens, eux, ils vont s'occuper de nous. Il faut aussi qu'on arrive à réduire cette fracture entre l'urbain, le périurbain et le rural. On avait commencé à le faire avec la loi Industrie verte en remettant des industries sur les territoires qui n'étaient pas forcément urbains ou périurbains, à recréer de l'emploi et de l'emploi induit sur les territoires, mais on n'était qu'au tout début de la démarche. Mais ça, c'est oui, il y a une question de développement des territoires. Oui, absolument. On a eu un problème d'aménagement du territoire. D'aménagement du territoire, voilà. On a fait croire aux gens pendant 40 ans que la métropolisation, c'était génial et qu'ils allaient en voir les bénéfices. Ils n'en ont jamais vu les bénéfices. Pas plus au niveau transport qu'au niveau économie, qu'au niveau logement. Donc, au bout d'un moment, forcément, tout ça... Enfin, les Gilets jaunes ne sont pas morts avec l'arrêt de la crise. Hein. La braise est toujours là. Oui. On le voit dans le vote. Votre premier mandat, d'ailleurs, c'était conseiller municipal de Jumeauville. Hein, ouais. Donc, petit territoire rural. Enfin, oui, 675 habitants. Vous êtes aussi beaucoup battu sur vous parliez de la loi que vous aviez faite et que les Verts n'avaient pas voté, mais enfin qui allait dans leur sens, contre les produits phytosanitaires, etc. Pour une vision un peu écologique de l'agriculture notamment. Et là aussi on sent il y a un discours un peu facile qui est de dire on vous emmerde avec tout ça, de dire ça aux paysans, quoi, en gros. Ben moi, je me suis... Alors, le début de mes relations avec les agriculteurs, ça n'a pas été frappé ça n'a pas été facile, mais j'ai appris à les connaître, on a appris à discuter ensemble, et on a appris surtout à essayer d'entrevoir des solutions pragmatiques. Je ne supprime pas tant que je n'ai pas d'alternative, c'est une absolue nécessité. Oui. Ce n'est pas vrai de dire que nos agriculteurs utilisent plus de produits phytosanitaires que les autres agriculteurs en Europe. C'est même faux. Donc il faut arrêter avec ça. Ça, c'est du dogme de l'écologie pure et dure. Oui, il faut réduire les produits phytosanitaires, bien évidemment. Il faut réduire les pesticides, mais vous ne pouvez pas le faire au détriment d'agriculteurs qui n'auront plus les moyens finalement de vivre. Déjà que c'est compliqué. Oui. La baisse des produits phytosanitaires sans alternative, c'est la garantie d'un rendement moins important. Alors les Verts vous diront c'est pas grave, nous on est pour la décroissance. Oui, sauf que la décroissance ça paye pas, hein, ça fait pas payer. Et puis si on veut de la souveraineté alimentaire, c'est pour ça que le dogme est pas bon dans l'esprit, parce que si vous voulez de la souveraineté alimentaire, disons que l'Europe dise la priorité de l'agriculture c'est la souveraineté alimentaire européenne. Il faudra de toute façon produire plus que ce qu'on peut consommer. Parce qu'il faudra de toute façon être en capacité de résister à des chocs, en ayant des réserves. Bon, et aujourd'hui, il est complètement aberrant. On a déjà une distorsion de concurrence en Europe sur les normes phyto. Enfin, moi, je veux bien qu'on soit les premiers de la classe sur les normes phyto en France. Mais c'est un suicide d'agriculteurs par jour. Donc, il y a un moment... Oui, il faut être pragmatique, oui. Bah oui, voilà. Donc ne pas s'imposer ce qu'on n'impose pas aux autres. Exactement. En plus, on ne peut pas l'imposer en retour. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Je voudrais faire juste une petite incise, si vous permettez, Patrice, sur les accords de libre-échange qui ont été beaucoup décriés. Et je le fais d'autant plus tranquillement que je n'ai pas voté l'accord sur le CETA, je me suis abstenu. Je pense que les accords de libre-échange sont bons. Parce qu'ils sont protecteurs à condition qu'on mette les clauses miroirs en place vraiment de matière efficace. Parce que si vous n'avez pas d'accord de libre-échange, je pense que les citoyens imaginent que s'il n'y a pas d'accord de libre-échange, il n'y a pas de commerce. C'est faux. Il y a les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui prévalent à ce moment-là. Et là, pour le coup, c'est la foire à tout. Il n'y a pas de règles. Enfin, s'il y a des règles, mais elles sont vraiment très, très libérales, les règles. Et moi, j'ai regardé pour ce qui concernait le CETA. Si on n'avait pas fait l'accord de libre-échange sur le CETA, et qu'on a laissé faire les accords de l'OMC, les agriculteurs français auraient beaucoup perdu, et les agriculteurs européens aussi. Donc il faut pas dire... Mais jusqu'à présent, les accords qui marchent, ils sont plutôt favorables aux agriculteurs français. Oui. Contrairement à ce qu'on dit. Enfin, tout d'un coup, moi ça m'a choqué quand j'ai vu que les sénateurs, les républicains, rejetaient le CETA. Enfin, en disant plus de libre-échange. Ça, c'est de la politique électoraliste. Oui, absolument. Mais si on regarde les accords avec le Canada, etc., enfin, ça marche plutôt bien, quoi. Enfin, après, il faut vraiment les cadrer. Après, ça dépend des produits. Il faut vraiment que ce soit bien cadré, qu'il y ait les clauses miroirs. Et comme vous dites, les clauses miroirs, c'est indispensable. C'est indispensable, parce que les règles de l'OMC sont beaucoup plus lâches que les nouveaux accords de libre-échange. Je ne vous parle pas des anciens qui étaient des catastrophes, mais les nouveaux, ça a commencé avec le CETA. Ils sont beaucoup plus protecteurs pour l'Europe qu'ils ne l'étaient avant.
Si on regarde un peu le débat politique, on a l'impression voilà, que c'est quand même un peu faible, qu'il y a un côté c'était mieux avant, on veut vous apporter un peu, on était plus en sécurité, il y avait moins d'immigration, on pouvait dépenser ce qu'on voulait, ou rouler, l'essence coûtait moins cher, etc. On est un peu là-dessus, alors qu'il y a tout un tas de débats sur la société actuelle, même pas de futur, sur l'intelligence artificielle, sur le transhumanisme, sur même la question démographique, qui est très importante. D'ici la fin du siècle, il pourrait y avoir 10 fois plus d'Africains que d'Européens. C'est des débats, c'est des sujets qu'on n'aborde pas du tout dans une campagne. Non, on les aborde pas, parce que les gens sont, et à juste titre, hein, ils sont bloqués dans leur quotidien immédiat. Et oui, je veux bien le comprendre. Dans l'immédiateté, oui. Le quotidien immédiat, c'est comment je vais remplir mon frigo dimanche. Voilà, c'est pas de savoir qu'avec la crise climatique et le dérèglement climatique, tout d'un coup, on va avoir X centaines de millions de gens qu'il va bien falloir héberger dans des terres hospitalières. Ça, c'est trop loin pour eux. Ça n'a pas de sens. Or, c'est les sujets. Et puis, il y a ce côté aussi, on vit une époque angoissante parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, il y a l'angoisse. Alors que, honnêtement, des travaux que j'ai conduits depuis 2022, parce que je me suis un peu écarté de l'Assemblée pour travailler plus sur des sujets un petit peu plus profonds, à la fois, la période est terriblement angoissante pour tout le monde, et elle est terriblement vivifiante et porteuse d'espoir. Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, j'ai pas passé une semaine sans recevoir des projets d'entreprises sur mon bureau, à discuter avec des gens, à les aider à s'installer, à voir comment on pouvait travailler avec eux. Tout est en train d'avancer. Ça me fait penser à nos amis de gauche qui, à chaque fois qu'on libère un petit peu de charge sur les entreprises, disent « vous le faites sans conditionnalité ». Mais il n'y a pas besoin de conditionnalité. Il faut qu'ils aillent voir les entreprises, qui n'aillent pas seulement écouter les syndicats. Oui. Les entreprises, aujourd'hui, 75% d'entre elles sont rentrées dans la transition énergétique et écologique. J'ai fait un tour de France de l'économie circulaire il n'y a pas longtemps. Ça y est, ils ont compris qu'il fallait qu'ils récupèrent leur gisement et qu'ils le recyclent, parce que les ressources de la planète n'allaient pas être éternelles. Et elles ne le font pas par philanthropie, on ne va pas se mentir. Une entreprise, ça a besoin de vivre, de progresser, de grandir et de gagner de l'argent. Oui. Voilà, donc elles le font pour la sauvegarde de l'entreprise. Alors avec un côté, pour certains d'entre eux, un peu de philanthropie, bien évidemment, mais c'est avant tout sauver leur bébé, leur entreprise, sauver les emplois qui vont avec. Donc quand je vois qu'on demande des conditionnalités aux entreprises, moi ça m'a toujours choqué ça. Oui. Il faut que les gens se rendent compte que les entreprises avancent plus vite que les politiques. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas un pays très fort en économie. Et les entreprises, je suis désolé, c'est ce qui fait vivre. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait des emplois, c'est ce qui fait des salaires. Je reviens à un philosophe allemand qui est assez connu, qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui dit au fond, l'Europe, la réussite de la politique européenne, c'est qu'elle a déplacé le débat du niveau politique au niveau privé. Et il a cette phrase qui est assez amusante, il dit « Tout le monde veut devenir Johnny Hallyday, il ne reste plus que quelques fous pour penser que Clémenceau était un grand homme. » C'est-à-dire que, au fond, si vous promettez à des gens de vivre un peu tranquillement chez eux, pas être emmerdés par la délinquance, d'avoir un peu plus d'argent, ça suffit finalement à faire un programme politique. Mais on est quand même dans une pauvreté absolue. Ouais, et puis vous avez... non ? Oui, puis vous avez aussi, moi je suis désolé de le dire, hein, ça va pas leur plaire, mais maintenant que j'ai la parole totalement libre, on a quand même un personnel politique, entre guillemets, moi je regarde évidemment beaucoup les chaînes info, mais mon Dieu, je ne sais pas comment les citoyens peuvent vous écouter et vous entendre, c'est terrible. Vous ne faites, tout parti confondu, vous ne faites que réciter des éléments de langage. Vous êtes encore une fois infoutu de dire à votre adversaire que peut-être il a raison quelque part. D'ailleurs, ça m'a. Je vous fais cette réflexion parce que ça m'a valu quelques réflexions, notamment, je me souviens d'un de mes collègues, Stéphane Peu, qui n'aimait pas être en plateau avec moi parce que souvent je reconnaissais des choses que eux défendaient avec lesquelles j'étais d'accord. Oui. Et il me disait, mais c'est très embêtant d'être en plateau avec toi, parce que tu peux être d'accord avec nous. Mais excusez-moi les gars, d'être juste du côté du bon sens, et quand vous proposez des choses qui peuvent être intéressantes, de bien vouloir travailler dessus avec vous. Et il faut qu'on change ça. Moi, j'écoutais Manon Aubry
sur une chaîne info ce matin, c'était effrayant. Il n'y avait pas d'ouverture possible à un gouvernement de coalition. C'était notre programme ou rien. Oui, on n'est pas... on l'a vu depuis 2022 quand même. On n'est pas dans un pays qui connaît ce qu'est la négociation, le compromis. Mais ça n'a pas de sens, Patrice. On a tous des familles, plus ou moins grandes. Notre vie entière est faite de compromis. Mais de compromis qui vont dans le bon sens pour le bien-être de tout le monde. Quand on discute entre nous, on arrive toujours à trouver des solutions. On ne va pas, dans la famille, se séparer au premier coup de gueule venu en disant je te parle plus, puis on se voit plus jusqu'à la mort. C'est pas vrai. Oui, mais ça n'existe pas. On n'a pas cette culture-là. Ben oui, mais il faut l'avoir. Oui. Enfin, il y a quand même 23 des 27 pays européens qui l'ont, cette culture. Oui, non, je parle de la France. Nous, on l'a pas. Oui. Et ce qui se passe au Parlement européen, d'ailleurs. Oui, ce qui se passe au Parlement européen. Notamment, dans cette campagne... Alors, on va pas reparler c'est vrai que le Rassemblement national, on voit bien, il y a en effet des régions où il est très fort, le Nord, le Sud-Est, des régions où il est peut-être un peu moins fort, la Bretagne, il est faible dans les métropoles, c'est tout. Et les métropoles, mais enfin, il est quand même en tête dans la moitié des circonscriptions. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qu'on vous a dit pendant cette campagne qui vous a marqué? Alors moi, j'ai retenu 2-3 choses. La première, c'était la détestation absolue du président. Je suis désolé de le dire comme ça. Ouais, je trouve ça totalement injuste. Mais je suis obligé d'en faire le constat. Voilà. Donc ça, c'est quand même un constat qui est quand même compliqué pour ceux comme moi qui le défendent. Mais c'est un constat. Je peux rien faire d'autre. La détestation au moins identique, si ce n'est plus élevé, de Jean-Luc Mélenchon, et donc de la France insoumise. Et une forme, non pas de bienveillance, même, je parle que de ma circo, bien évidemment, non, mais c'est une forme de bienveillance vis-à-vis de Marine Le Pen. Ouais. Et moi, je comprends un peu ça, parce que le programme du nouveau Front Populaire est assez violent, il est précis. Leur problème, c'est qu'il est précis, bon, il n'est pas bien chiffré, mais il est précis, en tout cas, dans les mesures. Et les gens, ça leur fait peur. Oui, en gros, ils se disent qu'il y aura plus d'impôts, quoi. Ouais, il y aura plus d'impôts. 1600 € le SMIC, ils nous le promettent. On n'est pas sûr que... Voilà. En gros, c'est l'arbre de Noël avant l'heure. Et de toute façon, on ne sait pas le financer. On a un peu chiffré ça au MoDem. C'est quand même le budget du Portugal. Voilà, ça peut donner une idée aux gens. Parce que quand vous leur dites 300 milliards, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais le budget du Portugal, on voit bien. Donc, et j'en veux un peu à la gauche de ça. J'en veux à la gauche de ne pas avoir su saisir... le moment pour faire un programme qui tienne, qui soit finançable. Ils l'ont fait en un jour et demi aussi. Oui, enfin, ils l'ont pas fait en un jour et demi, Patrice, on va être honnête. Le programme du nouveau Front Populaire, c'est 90% le programme de la France insoumise de 2022. Donc, ils ne sont pas arrachés les cheveux pour bosser non plus, soyons clairs. Et de l'autre côté, pourquoi le Front National, il n'y a pas le même rejet, à part la partie xénophobe, raciste, qui s'est révélée d'ailleurs lors de la deuxième semaine de la campagne, et puis là, entre les deux tours. Pourquoi il n'y a pas ce rejet-là? Parce que la priorité des gens, elle est plutôt sur leur économie à eux. Comment je vais boucler les fins de mois, etc. Et comme le programme du Rassemblement national est excessivement flou, il n'est pas financé non plus, mais les mesures ne sont pas très claires. Bon, à part l'histoire des binationaux, où les gens ont bien compris que s'ils avaient une double nationalité, ça va être compliqué pour eux. Ils sont revenus en arrière. De toute façon, ils reviennent en arrière. De toute façon, ils vont revenir en arrière systématiquement, alors que là-dessus, Marine Le Pen avait posé un projet de loi, début d'année, où là, c'était pour tous les fonctionnaires. Bon, bref, passons. Donc, à part le côté xénophobe, raciste, diviseur, finalement, créant une société divisée en deux, leur programme économique est suffisamment flou pour laisser entrevoir un peu d'espérance à tous ceux qui font l'économie de nos territoires, c'est-à-dire les commerçants, c'est-à-dire les gens qui sont sur les marchés, les petites entreprises. Et moi, je comprends qu'ils se disent, le côté raciste et xénophobe, on verra après. Moi, ma priorité, c'est de sauver ma boîte. Voilà. Moi, c'est de sauver ma boîte. Oui. Un peu plus d'ordre, ils feront pas plus d'ordre que ça. Non, mais je veux dire, c'est peut-être le sentiment que peuvent avoir des gens. Si c'est juste ça, un peu plus d'ordre, de discipline, etc. Et puis le reste, leur priorité, c'est de sauver leur boîte. Et malheureusement, non, je peux pas dire ça parce que là, je prends parti, mais je vais le dire quand même, malheureusement, ces gens-là parlent à leurs clients beaucoup, parce qu'ils sont en direct de la clientèle tous les jours. Et voilà, donc c'est un sentiment de se dire que finalement, et c'est exactement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, en vrai.
Ils se sont installés, costard cravate, le petit doigt sur la couture du pantalon. Il y en a un qui a bougé une oreille au tout début, c'est Grégoire de Fournas. Oui, il s'est pris une claque par Marine Le Pen, il a été interdit de parole pendant 6 mois. Et en face de ça, vous aviez des singes hurleurs, toute la France insoumise, qui foutaient le bordel en permanence sur chaque texte de loi, sur chaque intervention, exactement comme ils mettaient le bordel dans la rue. Donc quand ceux-là me disent « vous avez fait monter le Rassemblement national », je leur dis « écoutez, la grande responsabilité de la montée du Rassemblement national, c'est chez vous qu'on la trouvera. Oui, et puis c'est peut-être, c'est aussi un phénomène qu'on voit un peu partout en Europe, qu'on voit aux États-Unis avec. Bah oui, mais c'est une espèce de Trumpisation de la politique. De Trumpisation de la politique, et avec cette vérité parallèle. Enfin, on peut tout dire et dire n'importe quoi, plus rien n'a de sens ni de valeur. Je reviens à vous. Vous avez jamais voulu être un professionnel de la politique, hein, vous l'avez dit. Vous avez dit d'ailleurs si l'Assemblée nationale avait été à son terme, vous auriez fait 2 mandats, vous auriez arrêté après. Absolument. Et, vous avez été donc conseiller municipal de Jumoville, vous avez été conseiller régional. Mais un maire de votre circonscription me disait, juste après la dissolution, il va avoir du mal à être réélu parce que justement il manque d'implantation locale. Oui, j'ai peut-être. Alors vous êtes contre le cumul, hein, en plus. Oui, je suis contre le cumul. Mais est-ce que c'était pas je une manque analyse d'implantation locale parce que d'abord, la quasi-totalité des maires de ma circonscription sont républicains. Oui. Donc ça, c'est pas simple. Déjà, première chose. Deuxième chose, il y a quelque chose que les gens n'ont pas perçu et je me suis pas suffisamment exprimé dessus, c'est qu'effectivement, sur mon 2e mandat, j'ai supprimé ma permanence parlementaire parce qu'après le Covid, plus personne ne venait en réalité. Donc elle me coûtait cher pour pas grand-chose. En revanche, et les gens peuvent témoigner, on a toujours traité tous les dossiers qui nous arrivaient de la circonscription, et j'allais même directement chez les gens pour en discuter avec eux. Et donc du coup, peut-être qu'effectivement, mon action sur le territoire était moins visible, et j'en ai fait moins la publicité. Et c'est vrai que j'ai refusé, sur le 2e mandat, d'aller couper des rubans. Je suis désolé, couper des rubans, pour moi, c'est juste... de la perte de temps. C'est pas très bien ce que je dis, mais c'est pas ça qui fait avancer le territoire. Oui, c'est juste... voilà, c'est juste de se montrer, d'aller prendre une petite coupette, etc. Et je préfère l'action en profondeur, comme les actions que j'ai pu mener, même si le maire de Houdon refuse de le croire, les actions de voiture balai qu'on peut avoir quand on est député pour que les derniers petits points d'achoppement soient résolus, comme on a pu le faire sur l'hôpital de Houdan, ou l'histoire de la ligne nouvelle Paris-Normandie, où j'avais obtenu, 3 jours avant la dissolution du ministre des Transports, qu'on gèle le projet, en tout cas en ce qui concerne la dotation de l'État, pour qu'on prenne cette dotation-là pour la mettre ailleurs, c'était 15 milliards, hein, pour la mettre ailleurs et la mettre sur les transports du quotidien dans d'autres petites métropoles qui en ont besoin. Du coup, la LNPN, par rapport aux besoins des autres petites métropoles, ne devient plus l'urgence. C'est pas de dire qu'on la fera jamais, mais en tout cas, c'était gelé parce qu'il y avait d'autres urgences. Ça. C'est ce que voient pas forcément les gens, c'est une mission gouvernementale qui allait m'être donnée et qui ne me sera jamais donnée sur la décarbonation des transports, pas la partie flux, parce que ça c'est réglé par les industriels, etc., mais sur le parc. On n'agit pas sur le parc. On n'aide pas les gens à avoir des voitures plus propres. Or, il y a des solutions. Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là. À m'occuper de l'économie circulaire, ça va aussi avec aider les entreprises sur le territoire à revoir leur schéma. C'est moins visible peut-être. Mais c'est moins visible. Et, alors, ok, moi c'est le truc qui me passionnait le plus. Oui. Donc, ok, on peut considérer que j'ai failli sur cette circonscription qui est énorme, qui fait 635 km² et qui comprend 87 communes. Ok, on peut considérer que j'ai failli. Mais je trouvais que le boulot que je faisais était plus utile à la fois pour le pays et à la fois, in fine, pour la circonscription. Cela dit, c'est l'ambiguïté du rôle de député, c'est un élu national. Hein. Oui. c'est pas si nous, on a intégré... Même s'il y a des scrutins locaux... Si certains d'entre nous ont intégré le non-cumul des mandats, visiblement, les citoyens ne l'ont pas intégré. Oui. Mais je veux leur dire une chose. Je n'imagine pas, je n'arrive pas à imaginer comment on peut cumuler 2 mandats et les faire bien les 2. Alors, dans une mairie où vous avez un peu de personnel, encore vous pouvez le faire. Mais dans les mairies de moins de 1500 habitants, comme c'est le cas sur mon territoire, je ne sais pas comment un maire peut être à la fois à l'Assemblée nationale et s'occuper de ses concitoyens au quotidien. C'est impossible.
Si vous voulez faire les choses bien, vous emparez de quelques sujets. Pas 10, pas 100, 4, 5 sujets que vous voulez traiter, qui peuvent avoir aussi des conséquences sur votre territoire, positives. Je ne vois pas comment vous faites les deux, sérieusement. Comment vous imaginez notre pays dans les années qui viennent? C'est une question très compliquée parce que personne ne sait, je crois. Mais... Moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, là, parce que je me suis mis un coup de pompe dans les fesses, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, là, depuis le début de semaine pour monter ce que je dois monter, parce que moi, il faut que je vive. Hein, là, j'ai plus de ressources. Ouais. Je pense que ça passera par la société civile et qu'il faut réconcilier absolument, notamment les entreprises avec leurs salariés. Au quotidien, ce n'est pas... Alors évidemment, il y a des patrons voyous, mais il y a aussi des salariés qui sont chiants, d'accord? Mais c'est l'infime minorité. L'entreprise, et on a en France la chance d'avoir 95% de TPE, de PME, oui. C'est des petites familles, d'accord? Il faut impérativement donc qu'on aide les entreprises à pouvoir prendre soin de manière plus effective de leurs salariés et réconcilier l'entreprise avec le salariat pour que les gens retrouvent une forme de vivre ensemble. Se battre pour un maillot, en fait. On le fait bien dans le sport. Oui, dans la même équipe, quoi. Voilà, et avoir l'impression d'être dans la même équipe. Si on arrive à faire ça, on va un petit peu, faire retomber la pression et retrouver ce vivre ensemble qu'on a perdu. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. On ne regarde pas son voisin, on ne lui adresse même pas la parole, on s'en fout. Et à la limite, s'il pouvait ne pas exister, ce serait bien. Il faut qu'on arrête ça, parce que sinon, on va aller vers des lendemains qui vont vraiment déchanter. Oui, il y a ce risque quand même de coupure de la société. On le voit bien, enfin, des difficultés du vivre ensemble, quoi. Enfin, Et puis, moi, ce que je voudrais dire, surtout aux jeunes, j'en ai vu beaucoup pendant les 7 ans où j'ai été député. J'en ai vu beaucoup leur dire que je comprends leur angoisse, mais encore une fois, je le répète, emparez-vous des sujets de demain. C'est merveilleux. Il y a dans le nucléaire des choses qui vont arriver qui sont extraordinaires. Dans les énergies renouvelables également. Dans l'intelligence artificielle. Donc on est en pleine mutation de la société avec des gens qui ont des idées qu'il faut qu'on aide à prospérer. Même dans une société qui probablement la différence entre la société des années qui viennent et celle du passé n'aura jamais été aussi grande. Absolument, c'est la plus grande transformation qu'on vit, donc c'est forcément angoissant. Ne pas prendre tout ce qui est robotique, les robots, l'intelligence artificielle comme un... Angoissant et passionnant quand même. Ouais, mais comme quelque chose qui va tuer tout le monde. Non, ça va pas tuer tout le monde. L'intelligence artificielle, encore une fois, elle ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Absolument. Donc en revanche, il faut déjà préparer l'avenir parce que oui, certains métiers vont être remplacés à un moment ou à un autre. Je vous prends des choses simples. Les gens de la grande distribution, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, auraient depuis longtemps pu supprimer toutes les caisses. Ça se fait aux États-Unis déjà. Ils ne l'ont pas fait notamment pour des raisons sociales. Voilà. Parce que techniquement, ils peuvent le faire. Mais un jour ou l'autre, on arrivera à ça malheureusement. Oui. Donc, il faut être en avance de phase là-dessus et va se reposer dans très peu d'années l'histoire du revenu minimum universel qui a été déjà évoqué à maintes reprises, où il faudra travailler quelque chose là-dessus. Il faudra qu'au regard de ce revenu minimum universel... Vous êtes favorable ? Mais ça dépend comment vous le construisez. J'y suis favorable si, au regard de ce revenu minimum universel qu'on vous verse, vous amenez quelque chose à la société dans son ensemble. Oui, c'est pas juste un revenu qu'on... Non, c'est pas juste un truc qu'on... Vous êtes là, quoi. Voilà. Il faut effectivement que ce soit quelque chose qui aille dans les deux sens. Mais question personnelle, oui, vous en parlez maintenant. C'est vrai que vous avez été journaliste sportif, vous avez été directeur de la continuité de l'antenne de M6 et vous avez tout arrêté en 2017 pour vous consacrer à votre mandat de député. Comment ça se passe quand on est plus député du jour au lendemain ? D'abord, il faut que les gens s'imaginent que c'est excessivement violent parce que, non pas le lendemain, mais le surlendemain de la dissolution, mon badge de député avec lequel je payais mes repas n'était plus valable. Il a fallu que je vide mon bureau du jour au lendemain. Donc je peux même plus rentrer à l'Assemblée aujourd'hui, pour être honnête. Il faut que j'aille rapporter mon badge, prendre un badge d'ancien élu, et j'aurai le droit d'aller à l'Assemblée les mardis et vendredis, ou les mardis, jeudis et vendredis. Bon, déjà, ça c'est assez violent. Mes collaborateurs se retrouvent au chômage. Bon, ils ont le chômage, eux. Moi, j'ai pas de chômage. Vous n'avez pas de chômage ? Non, non, c'est une indemnité, ce n'est pas un salaire.
Vous arrêtez d'être maire, vous n'avez plus d'indemnité. D'accord. Donc ça, je ne vous cache pas que ça fait un petit trou dans la raquette quand même, on va être honnête. Et puis l'angoisse, c'est de se dire, si on n'est pas réélu, est-ce que le téléphone va s'arrêter de sonner? Est-ce qu'on a tissé des liens au cours des années de mandat suffisamment forts avec la société civile, avec les partenaires politiques, pour que du jour au lendemain, finalement, vous ne disparaissiez pas de la planète? Et j'ai cette chance-là d'avoir bien bossé, notamment avec le milieu de l'entreprise, mais pas que, qui fait que, oui, aujourd'hui, j'ai des soutiens. Donc, je vais monter ma petite boutique, comme on dit. Je vais faire une boîte de consulting pour faire de l'accompagnement à la transition écologique, énergétique, l'efficacité énergétique, l'énergie, les transports et l'économie circulaire. Et en parallèle de ça, dans cette boîte, il y aura aussi un module de formation média. Parce que je reviens sur la pauvreté. Formation média, parce que je reviens sur la pauvreté des discours politiques qu'on entend. Bon. Voilà, et puis on va essayer de faire prospérer cette petite boutique. Et on verra bien ce qui se passe. Mon rêve, ce serait de décrocher, en plus de ma boîte que je vais monter, ce serait de décrocher un poste de chroniqueur politique sur une des chaînes info. Parce que je connais le système de l'intérieur et je pense que ça peut être assez drôle. C'est pas impossible, ça. Bah après, voilà, c'est un message envoyé au patron de chaîne, mais je pense que ça peut avoir un intérêt. Bah oui, vous connaissez les choses de l'intérieur. Hein, voilà. Donc... Mais donc, je vais mais pas. C'est vrai que vous avez raison de dire que c'est violent, parce que du jour au lendemain, oui, on peut se retrouver sans rien du tout, quoi. Ouais. Moi, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans le monde des entreprises et qui m'a renvoyé un SMS assez sympa après qu'on ait pris un café ensemble. Il me dit je suis content de t'avoir revu et je respecte le fait que tu sois vraiment debout. J'avais peur de te trouver en miettes. Parce que c'est violent. Parce que c'est excessivement violent. C'est un licenciement sans préavis et sans le moindre coup de fil. Oui, et puis c'est ça, il y a le risque en effet de la solitude après. Surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ces journées, quoi. Ouais. Mais ça, c'est mon problème avec moi. C'est pareil, hein, j'ai un problème avec la retraite. Ça va être compliqué pour moi, la retraite, parce qu'il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Je ne peux pas vivre sans projet. Ah bah, courage alors. Merci Patrice. Et merci beaucoup. Et voilà, vous retrouverez peut-être comme chronique. Vous m'invitez quand vous voulez, je répondrai présent. J'ai tout mon temps maintenant. Vous avez tout couvert, Kim. Merci beaucoup, Bruno Miliane.